repartage, du coup, mon écran. Tac. Hop. Alors attendez. Parce que je fais plusieurs choses en même temps, c'est pas bien. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Du coup, ça doit être bon, vous êtes en plein écran? Oriane, tu me dis? Ouais, c'est bon? Nickel. Donc une petite présentation en amont quand même pour avant d'introduire Oriane. Alors aviser, hein, c'est une société de conseil en nutrition. Donc moi je suis Aline Victor, je suis diététicienne, plutôt axée sur le secteur médico-social. Donc je m'intéresse depuis très longtemps aux enjeux du vieillissement et particulièrement du vieillissement des personnes âgées. Mais quand j'ai lancé mon activité l'année dernière, je me suis aussi intéressée à la prévention, bien évidemment, parce que l'idée, c'est pas de se dire on va toujours être dans le curatif ou prévenir la dénutrition, hein, qui, vous savez, est quand même une stade un peu ultime de l'étape du vieillissement. C'est de se dire comment on peut agir en prévention. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la population plus jeune, donc les 40-60 ans, et particulièrement la santé des femmes, la santé féminine, puisque à force de discussion et de réflexion avec les professionnels, eh bien, effectivement, je me suis intéressée particulièrement à la santé féminine pour plusieurs raisons, hein, puisque quand on parle de santé féminine, on parle effectivement du bien-être mental et notamment de la charge mentale. Donc, s'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement, hein, la gestion du quotidien, à la fois professionnel et personnel. En tout cas, ça, c'est un sujet qui revient assez souvent. Il y a aussi le bien-être physique, mais quand je dis physique, c'est l'image corporelle, l'estime de soi. Et après 40 ans, il se passe quand même pas mal de choses en termes de transformation corporelle, hein, liées à la ou l'arrivée de la ménopause. Donc ça, c'est des sujets aussi qui sont de plus en plus ancrés. Et puis, le troisième sujet, qui est quand même l'alimentation, avec notre culture, notre éducation, et puis les diktats de la minceur, hein, qui nous incitent toujours à vouloir être la femme parfaite ou voilà, la femme et mère parfaite, donc toujours de vouloir absolument chercher des solutions au travers de l'alimentation. Alors, soit des solutions réconfortantes, donc ça devient une alimentation avec, comme on dit, avec des troubles du comportement alimentaire, hein, qui nous incitent à vouloir restreindre notre alimentation, ou au contraire avoir une alimentation plutôt réconfortante dans le sens, il me fait du bien, et du coup avoir à l'inverse des excès de compulsion alimentaire. Et donc ça nous entraîne effectivement aujourd'hui à des dérives au niveau de la santé au global. Alors bien sûr, cette santé, elle est mise à mal par les réseaux sociaux. Alors du fait que je m'intéresse de plus en plus à la prévention, je m'intéresse de plus en plus aux réseaux sociaux de type Instagram, TikTok, qui, il faut bien l'admettre, est pollué par un nombre inconsidérable de fausses informations, notamment autour de l'alimentation. Je n'irai pas juger des autres types d'informations, mais voilà, on essaye, nous, professionnels de santé, de prendre la place sur ces réseaux sociaux, et c'est très compliqué, hein. On est dans un système d'influence qui marche parce que vous allez sortir le petit truc nouveau qui va faire que vous êtes capable de révolutionner la santé des gens. Mais à un moment donné, effectivement, il faut revenir à un contexte pratico-pratique qui est que la prévention, effectivement, c'est pas avec un coup de baguette magique que vous allez reprendre soin de votre santé. Il faut effectivement, c'est de l'éducation, c'est de la poursuite de réflexion. Et donc, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi, je ne peux pas appeler ça vraiment de la prévention, en tout cas de ce qu'on voit actuellement. Et donc, il faut absolument qu'on œuvre pour améliorer cette action de prévention. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prévention, c'est un peu vu comme négatif. C'est-à-dire que, bon, déjà, le terme prévention, nous, en tant que professionnels de santé, on est assez aguerris du sujet, on voit ce qu'il y a derrière, mais si vous prenez une personne de grand public et vous parlez de prévention, on va tout de suite vous dire, ah bah oui, ça y est, tu vas me dire qu'il faut que j'arrête de faire ci, que j'arrête de faire ça. En gros, ça va être la contrainte, ou au contraire, on va être très intrusif dans sa vie du quotidien. Et on va avoir le sentiment qu'on va leur dire de devoir arrêter des choses. Et donc, du coup, voilà, on s'éloigne progressivement de la prévention parce qu'on ne sait pas, enfin, à mon sens, je pense qu'on ne sait pas faire de la prévention. On n'a pas les bons messages, les bons codes. Et donc, quand j'ai découvert ce que faisait Oriane, je me suis dit qu'il c'était essentiel qu'Oriane nous partage sa vision de la prévention parce que, à mon avis, il y a une façon à notre niveau alimentation, peut-être de revoir nos codes de langage, notre code de fonctionnement pour améliorer ça.
Alors, l'action d'Oriane fait suite en fait à un premier webinaire qu'on a fait en avril 2025 avec le professeur Christophe Moinard, professeur de nutrition, où je lui avais posé la question, la nutrition est-elle une science ou une opinion? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est une opinion dans le sens où si moi, par exemple, j'ai fait un régime pendant 15 jours et que j'ai perdu 20 kilos, eh bien, je vais vendre cette solution comme une solution miracle. Mais scientifiquement, elle ne sera absolument pas prouvée. Mais ce que les gens attendent, effectivement, c'est d'avoir une action qui est, on va dire, très pratico-pratique, qui aura été faite par quelqu'un, plutôt que par une science qui, aujourd'hui, il faut l'avouer, est quand même un peu mise à mal avec toutes les injonctions qu'on a vues autour du Covid. Voilà, donc il y a aussi une crainte et une peur autour de la science, parce que la science, elle évolue et qu'effectivement, les messages aussi peuvent varier, peuvent changer. Donc voilà, donc c'est aussi à nous, en tant que professionnels de santé, d'œuvrer pour valoriser ce qui émane de la science, donc qui est validé scientifiquement, mais aussi de s'adapter à cette opinion publique, à ces croyances publiques, et de composer avec ça, et donc du coup d'amener les choses vers une prévention peut-être plus ludique, plus pédagogique, ou en tout cas plus incitative, en tout cas qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, je voulais, voilà, au travers de l'intervention d'Oriane, peut-être que voilà, tous ensemble, et puis j'espère de façon plus large, qu'on puisse se reposer la question effectivement à notre niveau, au niveau de la nutrition. Donc, Oriane ne parlera absolument pas de nutrition, elle le dira, elle n'est pas experte du sujet, mais elle parlera en tout cas des codes de la prévention. Mais peut-être pour voilà, nous amener, nous, en tant que professionnels de santé, à repenser notre façon d'amener l'alimentation, d'amener la nutrition dans nos consultations, dans nos actions, dans nos conférences, voilà, et de voir comment on peut amener la prévention dans un contexte où on est quand même dans une société très curative et qu'on a quand même du mal en gros, on attend d'être malade pour agir au niveau de notre alimentation. C'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Voilà, donc on vous présente ce webinaire qui fait un peu suite à ce qui s'est passé effectivement avec les propos de Christophe Moinard. Pour ceux qui n'auront pas vu ce webinaire, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube d'Avisé, où vous retrouverez cet échange-là. Là, l'objectif, c'est de parler de la prévention. Donc, j'ai repris le titre que je trouve génial d'Oriane, qui est Prévention santé, comment donner envie d'y croquer. Ça, je pense que voilà, tout est dit. Donc, je vais laisser la parole à Oriane qui va se présenter, que je remercie grandement d'être là. Et puis, Oriane, c'est à toi. Et puis ensuite, je te poserai mes petites questions. Super. Eh ben, merci beaucoup, Aline, pour cette invitation, pour toute cette introduction. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc, moi, je suis Oriane, je suis consultante en marketing santé, comme il est écrit sur la slide. Je crois que je me présente plus comme consultante en marketing santé depuis un petit moment, parce que j'ai une action qui est le marketing aujourd'hui, c'est plus un outil. On pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais c'est pas forcément la finalité de ce que je fais. Aujourd'hui, je parle plus d'intervenir au niveau de la stratégie de santé publique. Donc, santé, je mets aussi bien santé curative que prévention. Et je suis surtout sollicitée sur la prévention. Donc, aujourd'hui, je suis sollicitée par des acteurs de santé, qui soient publics ou privés. Donc, public, assurance maladie, privé, ça peut être des mutuelles, ça peut être des labos pharma, sur le fait d'accompagner des services à destination des patients ou des citoyens, ou améliorer des dispositifs de prévention, des parcours de soins. Et ma façon de faire ça, c'est d'une part revenir aux personnes concernées, donc aux patients ou aux personnes en situation de handicap, ou aux personnes âgées ou aux aidants, enfin voilà, peu importe enfin non, pas peu importe, parce que justement tout se joue sur à qui on adresse tous ces services de santé ou ces dispositifs de prévention, pour mieux comprendre tous les freins qu'on a vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de la prévention, parce qu'on sait tous ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé. Et moi, la première, on n'est pas tous des très bons élèves de la santé et de la prévention.
Et donc voilà, mon travail, c'est de faire un point sur ces freins, identifier des leviers, d'utiliser du marketing social, des nudges, des sciences cognitives, tout ce que nous apprend aussi la sociologie en santé. Alors, je ne suis pas seule pour faire ça, je m'entoure d'experts sur le sujet, et ensuite pour essayer d'améliorer ou construire ces services de santé, ces parcours de prévention. Et avant ça, parce que je suis partie tout de suite sur le truc de prévention, avant ça, je suis une maman de 2 enfants en bas âge. J'ai toujours travaillé dans la santé, plutôt dans les organisations privées de santé. Et j'ai une formation à la base qui était scientifique, puisque je suis ingénieure en biosciences, que j'ai complétée par tout un tas de choses au niveau marketing, santé publique, démocratie en santé, etc. Super, merci Voilà. Oriane. Donc, du coup, bien sûr, on a préparé ensemble cette petite intervention. Alors moi, j'avais plein de questions à te poser, mais il a fallu quand même faire un choix. Déjà, la première question, donc tu t'es présentée, ça s'est fait, mais est-ce que voilà, tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là, pourquoi tu t'es intéressée? Alors même si j'entends que tu t'intéresses à la santé en général et donc à la fois la prévention et le curatif, mais du coup, comment tu t'es intéressée, enfin voilà, comment t'en es arrivée à finalement à travailler sur ce sujet? Ouais. Alors, en fait, je crois que c'est un peu comme l'histoire de la prose où tu fais de la prose sans le savoir. Moi, je voulais travailler dans la santé Mhm. depuis toujours. Je ne me voyais pas du tout médecin parce que je ne me voyais pas, moi, soigner les gens, les personnes en direct. Donc, j'avais un peu une idée vague de ce que je voulais faire. Euh, c'est assez c'est assez ridicule, mais en fait, un jour, devant une boîte d'un médicament, je me suis dit, mais en fait, derrière ce médicament, il doit y avoir une entreprise. Forcément, il doit y avoir des gens qui travaillent autour de ça. La santé, c'est pas que les médecins. Donc, comme ça, un peu, en plus, c'était dans ma salle de bain, donc Eureka dans ma baignoire. Je me suis dit, mais c'est peut-être ça, ce que je vais faire, c'est travailler dans les entreprises de santé, donc dans les labos pharma. A priori, au départ, c'était la première entreprise de santé vers laquelle je me suis tournée. C'était assez nouveau dans ma famille. Je ne viens pas d'une famille où il y avait des médecins, ni de personnes qui travaillaient dans les grosses entreprises, tout ça. Donc voilà, j'ai été un petit peu avec mon bâton de pèlerin là-dedans. Et en fait, j'ai adoré le fait de travailler dans la santé, dans une organisation où voilà, on voyait, on n'était pas dans le rapport one-one avec une personne, mais plus au niveau du système de santé, des organisations, de comment est-ce qu'on pouvait avoir un impact au niveau du collectif. Mhm. Mais c'est vrai que c'était beaucoup dans le curatif, puisque du coup, le labo pharma, à part les vaccins pour la prévention, c'était surtout dans le curatif. Et plus j'évoluais là-dedans, plus en fait, je perdais un petit peu ce pourquoi j'étais là, à savoir les patients, les personnes sur lesquelles moi j'avais envie d'avoir un impact. Euh, et voilà, plus j'évoluais, plus je devenais très technique au niveau du produit, des méthodes pour toucher les patients, mais je m'éloignais de ces patients. Donc, de là est née mon entreprise Lucky Link quand j'ai quitté la pharma, où au départ, c'était uniquement pour faire le lien entre les Mhm. patients ou les personnes concernées avec les entreprises de santé, parce que c'était 2 mondes qui avaient besoin l'un de l'autre, qui avaient besoin d'avancer ensemble, mais qui se méfiaient aussi l'un de l'autre, qui ne parlaient pas le même langage. Donc, moi, j'étais ce petit lien, Lucky Link, qui faisait le rôle de traducteur. Et en créant mon entreprise, je me suis moi formée à tout ce qui était santé publique, démocratie en santé, design thinking, enfin tout ce qui permettait en fait de m'améliorer moi dans mon rôle de lien. Et en fait, c'est la démocratie en santé, l'expérience patient qui m'a amenée à la prévention. Parce qu'en fait, euh, quand on dit que il faut écouter l'expérience et l'expertise du patient toute sa vie avec la maladie, euh, Mhm. que le patient est là et il peut être partenaire
de son traitement, de son équipe soignante, etc. Ben, ça, c'est d'autant plus vrai dès qu'on va parler de prévention, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de médecin de la prévention. Je, je pense qu'on a chacun une meilleure connaissance de la réalité de notre vie, de ce qu'on peut faire, toutes nos habitudes bénéfiques ou délétères dans notre vie, nos facteurs de risque, nos antécédents, enfin tout ce qui tourne autour de la prévention et tout ce qu'on pourrait faire pour prévenir les maladies les maladies évitables, dont le cancer par exemple, enfin les cancers. Et en fait, c'est le fait de se dire, OK, je m'intéresse à cette expérience des personnes concernées, des patients, qui m'a amené naturellement à la prévention, où c'était là où il fallait d'autant plus écouter ce que chacun avait à dire avant de se dire, c'est la responsabilité du médecin. Moi, si mon médecin ne me parle pas de prévention, du coup, je ne fais pas de prévention. Non, en fait, on n'attend pas qu'un médecin nous dise voilà, qu'il faut bien manger, bien dormir avant de le faire. C'est quelque chose qu'on peut intégrer dans nos vies et on est nous-mêmes le professionnel de notre propre prévention. Merci. Et donc, tu as parlé de design thinking, tu as parlé de plein de choses. Du coup, j'ai résumé en marketing en santé. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, parce que là, c'est des termes un peu techniques, nous expliquer concrètement ce que c'est que le marketing en santé? Alors, en fait, moi, je parle souvent de marketing social en santé. Parce que, alors c'est vrai que le mot marketing, il n'est pas trop aimé, surtout quand on parle on parle de santé, qui est un bien public. Enfin, c'est même pas un bien, c'est quelque chose qui ne devrait pas s'acheter, qui ne devrait pas se marketer. Donc, c'est pour ça que moi, je parle plutôt de marketing social, dans le sens où, en fait, c'est utiliser toutes les techniques du marketing des industriels qui nous font faire des choses, nous font consommer, faire des achats pour des choses dont on n'a pas forcément besoin, et de les appliquer au niveau de la santé. Pour nous donner envie de prendre soin de nous. Je prends souvent l'exemple du dentifrice. En fait, c'est parce qu'on a été très bon pour marketer le fait de se brosser les dents, qui est une super action dans la prévention santé, qu'on ne met pas du tout ça en question. Ça serait même bizarre quelqu'un qui te dit oui, moi, brosser les dents, c'est pas trop mon truc. En fait, oui, il ne le dirait pas en tout cas. Il ne le dirait pas. Au niveau social, c'est normal d'avoir cette action de prévention bucco-dentaire. Et ça, on ne le fait pas si bien que ça, en fait, au niveau de la santé. Sur le dépistage organisé du cancer, par exemple, on a beaucoup de mal d'aller convaincre les gens à aller se faire dépister, alors que ça peut leur sauver la vie, tout simplement. Mais non, j'ai pas trop envie, pas trop le temps, et puis bon, ça sert un peu à rien, je sais pas. Je connais quelqu'un qui l'a fait, finalement, il m'a dit que ça ne servait à rien. Bon, on n'est pas super bon là-dessus. Sur l'alimentation, c'est hyper compliqué parce qu'à la fois, il y a des géants industriels qui nous vendent des choses qui sont très mauvaises pour notre santé, mais qui nous enrobent ça sous du greenwashing pour nous faire penser que c'est bon. Tu en as parlé dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'influenceurs qui essayent de jouer qui sont très bons dans les techniques de marketing, les influenceurs qui essayent de jouer sur la corde sensible de prends soin de toi, prends soin de ta santé, mais en fait, je vais t'apprendre à arrêter de manger parce que j'entendais le truc, quand tu as le ventre qui gargouille, c'est ton ventre qui t'applaudit. C'est des trucs comme ça. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense que les acteurs de santé, que ce soit les mutuelles, l'assurance maladie, les acteurs publics ou privés, si on veut amener à développer la prévention, qui est devenue un des axes prioritaires
en France et d'ailleurs partout ailleurs, il faut absolument maîtriser le marketing, les sciences cognitives, donc ça, c'est tous les biais cognitifs qu'on a qui vont faire qu'on ne fait pas ce que voilà, on passe pas le pas ou on n'est pas on fait pas des choses qui sont toujours rationnelles. Donc utiliser les techniques de nudge pour orienter les personnes, mais vers des choses, c'est des nudges positifs, mais vers des choses qui sont bons pour leur santé. Tu peux me donner un exemple de nudge, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. C'est un exemple, peut-être. Ouais, bah, en fait, les nudges, alors le terme, on n'a pas encore trouvé l'équivalent en français. C'est la traduction de nudge, c'est le petit coup de coude. Donc ça y est, le petit coup de coude qu'on va donner pour pousser quelqu'un à faire quelque chose. Le nudge le plus connu, qui n'a rien à voir avec la prévention santé, c'est dans les toilettes des messieurs. Alors du coup, là, il n'y a pas de monsieur qui va pouvoir témoigner. Dans les, il y a une petite pastille, une petite mouche qui est collée pour leur donner envie de viser la mouche. de viser la mouche et de ne pas uriner à côté. Et ça a super bien marché parce que le cerveau, en fait, il est là, il se concentre sur la mouche, il est plutôt, il a envie de jouer et donc voilà, on est là pour l'orienter vers quelque chose en utilisant une petite technique de manipulation mignonne pour l'amener à faire ce qu'on souhaite. Et dans la santé, en fait, on peut aussi le faire. Alors, toutes les plateformes qu'on utilise, toutes les applis qui sont un petit peu addictives comme ça, elles utilisent des nudges. Donc, par exemple, le nudge du système de collection que tu as sur Duolingo, où tu as envie toujours d'avoir ta petite étoile en plus où tu évolues. C'était quoi? C'est un peu comme quand tu es un enfant, tu lui donnes des gommettes, il a la frustration de ne pas avoir fini son… tu vois, moi, je suis dans ma cuisine, j'ai mes petites coches aux enfants à la fin de la semaine. Est-ce qu'ils ont eu toutes leurs coches ou quoi? Ils ont voilà, ce besoin de compléter leur collection de gommettes. Et nous, c'est pareil, on est des grands enfants. Et ça, en fait, dans la santé, tu peux aussi utiliser ces mêmes systèmes. Si demain, tu as une appli santé, c'est facile d'aller mettre ce système de collection. Alors, il faut faire attention au nudge parce qu'on n'utilise pas non plus n'importe comment. On ne va pas aller faire la collection. Je ne serai jamais de celle qui va dire c'est trop cool le dépistage du cancer, on peut faire ma collection de petits dépistages et à la fin j'ai toutes mes étoiles. Certains pourraient le proposer. Il faut faire attention quand encore une fois, c'est pour ça que je sais que le mot marketing ou même les nudges, ça peut ne pas être clair dans la santé parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. L'idée, c'est pas des dérives. Voilà, d'avoir des dérives et puis de ne pas aussi considérer qu'on n'est pas en train de parler de n'importe quoi. Quand je parle d'amener les gens à se faire dépister, on sait que, c'est pas si évident que ça. C'est pas une mammographie, c'est pas un truc si simple que ça. Ça peut être douloureux, etc. Deux, ça dépend à qui on s'adresse. On ne va pas s'adresser de la même manière quand on parle à une personne en situation de handicap, par exemple, ou à une personne sans handicap pour l'amener à aller consulter un médecin. Et trois, tout n'est pas entre les mains des personnes et il y a aussi tout le contexte sociologique, le contexte environnemental dans lequel la personne est, qu'on ne peut pas uniquement utiliser le petit nudge pour la motiver. Tout n'est pas une affaire de motivation. Tu le sais très bien, dans l'alimentation, il y a aussi tout un contexte qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, je le fais, mais j'essaie de le faire pas n'importe comment en considérant la personne à qui ça s'adresse et le contexte dans lequel elle est. Oui, pour les diététiciennes qui sont là, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le 5 fruits manger 5 fruits et légumes par jour, qui effectivement, en termes de marketing, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Et aujourd'hui, effectivement, nous, on a énormément de progrès à faire sur la partie alimentation en termes de
marketing, mais pour donner envie, quoi, que ce soit pas des injonctions en disant si t'as pas mangé tes 5 fruits et légumes par jour, bah, c'est pas bien, quoi. Donc effectivement, il y a. Exactement, Mm, exactement. On est beaucoup dans mm, l'injonction, dans ce qu'il faudrait faire, mm. alors que tout ce qu'il faudrait pas faire, en fait, c'est que du fun, du plaisir. Oui. On a des petits cadeaux dès qu'on achète des céréales sucrées à Mm, nos enfants. Les bons moments, ben, on les fait avec avec du gâteau, du sucre, etc. mm. Quand ça va pas trop, on dit allez viens, on va prendre un chocolat chaud et puis ça ira mieux. Nous-mêmes, on est dans Mais ce oui. c'est pas que la faute des industriels. Nous-mêmes, on a enfin surtout sur Mm, l'alimentation, on a mm, ce rapport ambivalent avec une alimentation qui est mauvaise pour notre santé et qu'on mm, met dans des moments heureux ou mm. pour nous Oui, réconforter et ça, dans des moments malheureux. ça me fait penser à effectivement en gros, c'est mange tes légumes si on t'aura pas de dessert. Et oui, C'est vrai qu'on a vraiment rendu le légume et le fruit vraiment pas sexy parce qu'on pense tout de suite que du coup les fruits et légumes c'est pas bon et du coup bah voilà c'est ce type d'injonction que nous aussi on a été porté ouais, pendant très très longtemps et qu'on entend encore parfois dans la bouche des parents, hein. complètement, complètement. Mm. Donc voilà, dans la santé, bah, le jour où ce sera trop cool d'aller se faire un dépistage et qu'on se sentira grandi Ouais. mais c'est pas impossible non plus, hein, parce que tu Ouais. peux dans toute la mouvance il y a des choses qui sont pas bonnes chez les influenceurs, mais il y a aussi des choses qui sont intéressantes Oui. dans les réseaux sociaux où voilà, il y a vraiment la mouvance d'aujourd'hui. Le grand luxe, c'est d'être en bonne santé. Chose que Mm. ça n'était pas il y a quelques années. Euh, voilà, ce qui était cool, c'est ceux qui fumaient, c'est ceux qui buvaient. Mm. Aujourd'hui, être bien dans sa tête, bien dans son corps, faire du sport, ne pas boire, prendre soin de soi, c'est devenu la mode. Mm. Et Mm. donc, Oui, c'est vrai. aussi, d'ailleurs, on le voit, hein, il y a Mm. des startups aujourd'hui qui proposent des check-up à 4 000 euros le check-up. Alors, du coup, ça va dans un autre extrême où ça devient Mm. très CSP+, Mm. de se faire dépister. D'ailleurs, on voit que, Mm. bizarrement, les dépistages organisés du cancer qui sont gratuits, c'est plutôt les CSP-, donc Mm. les classes sociales professionnelles plus, enfin, les personnes en situation plus modeste qui vont aller Mm. les faire et les CSP+, qui le dénigrent un peu, bah, parce que c'est gratuit. Ouais. Donc Et ça n'a donc, pas on de va plutôt valeur aller et se que faire des ouais. dépistages à 4 000 euros, check-up, Mm. micronutriments, Mm. mon âge biologique, etc. Et donc, voilà, donc, Mm. Mm. c'est très bien qu'il y ait cette mode-là, mais attention, il faut quand même revenir aux bases où on n'est pas obligé non plus euh, voilà, de partir dans tous les sens et mettre Mm. autant d'argent Mm. avant d'avoir passé la base de tout ce qu'il faudrait faire. Mm. Mm. Et du coup, ça m'amène la question suivante. Tu l'as dit, hein, finalement, l'individu est très complexe de par son environnement, son histoire de vie, ses casseroles, etc. Donc, du coup, comment t'intègres? Alors, le terme qu'on utilise, c'est l'usager, hein, mais c'est celui qui utilise la solution, qui peut être bah, une solution, effectivement, pas forcément un produit, mais une solution en état. Comment tu intègres l'usager dans tes réflexions, toi, dans ce que tu mènes avec tes clients? Oui. Alors, c'est très différent d'une mission à l'autre. Parce qu'en fait, tout dépend ce sur quoi on vient me solliciter. Intégrer, dans certaines sociétés, on parle d'insight, donc toute la connaissance, tout ce qui ressort des usagers, des patients, des personnes concernées, etc. Euh, Certains vont le faire, enfin, moi d'ailleurs, je le fais souvent en début de toute mission. Déjà, qu'est-ce qui se dit dans la littérature? Il y a avant nous, il y a souvent énormément de personnes qui ont travaillé sur un sujet. L'idée, c'est pas de Mm. réinventer la roue. Donc, déjà, il y a une bonne recherche bibliographique à faire s'il y a eu des études qui ont été
quand il y a des études et quand c'est publié, ça veut dire que derrière, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont été sollicitées pour répondre à des questions, pour faire des études cliniques, des mesures d'impact de tel ou tel dispositif. Donc déjà, ça donne énormément d'informations. Mais ce qui se dit dans les livres ne suffit pas. L'idée, c'est aussi d'intégrer les usagers, les utilisateurs finaux du dispositif qu'on est en train d'utiliser, d'imaginer, de les intégrer aussi à la construction de ce qu'on est en train de créer. Donc ça, c'est tout le système de partenariat. Donc avec les patients, on parle beaucoup de patients partenaires. Quand on est dans la prévention, en fait, c'est le citoyen partenaire parce que il n'y a pas que les patients qui sont concernés par la prévention, on est tous concernés. Et ça, en fait, il y a aussi différents niveaux pour l'intégration des patients, des citoyens, des usagers. Il y a le modèle Montréal qui permet en fait de classifier les différents niveaux en se disant, bon, si tu es juste à un niveau où tu vas informer la personne et avoir son retour, bon, c'est de l'information, c'est de la consultation. Tu ne peux pas parler de co-construction. Et plus tu vas aller vraiment intégrer la personne, plus tu es vraiment dans le partenariat ou tu es vraiment dans la co-construction. Donc, dans tous les projets, bien sûr, dans la vraie vie, on ne peut pas être tout le temps en partenariat. Donc, parfois, on va aller faire des focus group pour aller avoir des échanges avec des usagers. Tu peux aller faire des questionnaires quantitatifs si tu as besoin de compléter ce qui a été dit dans les focus group ou dans ce que tu as pu lire dans la bibliographie. Ou bien, et moi, c'est ce que j'essaye de faire autant que possible, moi-même, en fait, je me fais coacher, entre guillemets, par des patients pour mon entreprise parce que je suis sur des sujets de santé, mais je ne vis pas au quotidien avec la maladie. Donc aussi pour m'assurer que tout ce que je vais faire en termes de recommandations, ça soit aligné avec les réalités du terrain. Ou bien uniquement sur chacune des missions, avoir à chaque fois des patients qui vont aller relire les recommandations en se disant « Ok, ça va pas », ou les intégrer à des ateliers de design thinking. Donc, design thinking, c'est tout ce qui est atelier intelligence collective, où on n'attend pas la recommandation finale pour dire « ça va pas ». Dès l'identification des problématiques, en fait, on va tout simplement leur poser la question et réfléchir avec eux aux solutions qui pourraient être alignées face à ces problématiques. C'est pas très construit comme réponse. Moi aussi, je suis à peine dans ma rentrée. Mais voilà, donc en fait, il y a tout ça pour dire qu'il y a différentes techniques. Plus c'est tôt dans le process d'idéation, de création, mieux c'est parce que on est dans du vrai partenariat, on n'est pas uniquement dans du consulting de patients. Et Ouais. Et alors, du coup, j'ai une question un peu annexe qui me vient là. Parce que nous, le gros souci qu'on a souvent dans les études autour de l'alimentation, c'est qu'on a toujours un peu le sentiment que les gens qui sont questionnés sont des gens qui sont soit déjà très acculturés à la prévention, et donc du coup, ça biaise un peu les réponses, ou alors que c'est, comme tu disais tout à l'heure, des gens d'un niveau CSP plus, qui du coup ont accès à une alimentation souvent plus facilitée en termes de circuits courts, bio, etc., ou qu'en tout cas, voilà, une appétence pour ce type de produits. Est-ce que toi, dans le choix de tes usagers, est-ce que tu as le choix et est-ce que tu essayes d'avoir une représentativité justement de l'environnement dans lequel on vit quand même, hein, de gens qui sont quand même dans une charge mentale importante, un niveau socio-économique parfois un peu bas. Voilà. Est-ce que ça, tu arrives à en tenir compte ou c'est compliqué? Alors, c'est compliqué, mais il faut en tenir compte. Parce que en fait,
comment dire, tout ce principe d'intégrer les usagers aux réflexions, ça ne veut rien dire si on n'intègre pas les bons usagers. Dans tout ce qu'on va pouvoir, surtout pas surtout, dans tout et dans la prévention, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand tu vas, toi et moi, on ne va pas avoir les mêmes, c'est pas les mêmes leviers qui vont fonctionner pour nous amener à avoir un comportement sain pour notre santé, parce que on n'est pas, voilà, on n'a pas peut-être pas la même histoire de vie, les mêmes antécédents. Et encore que, bon, tu vois, peut-être que toutes les deux, peut-être on se ressemble un peu, donc à la rigueur, on peut être mis dans la même patate d'usager, mais tu vas aller par rapport à la diversité des personnes en France, en fonction de l'âge, en fonction de leur culture, en fonction de la langue qu'ils parlent, en fonction de leur situation socio-professionnelle, en fonction de s'ils ont eu un handicap, tout un tas de critères, tout un tas de déterminants sociaux en santé, tu n'auras pas le même impact. Et donc, ce qui peut être vécu comme une injonction pour certains sera vécu comme une motivation pour d'autres. Donc, une fois que tu as dit ça, comment tu fais? Soit tu arrives à avoir un dispositif où tu sais à qui, l'idéal, ça serait avoir des dispositifs qui s'adressent à des typologies de personnes et qui soient construits pour cette typologie de personnes. Et moi, d'ailleurs, c'est là-dessus que j'essaye de prôner, parce que c'est hyper compliqué, en fait, de faire un grand dispositif national qui se fasse s'adresser à tous les Français et qui va super bien marcher pour tous les Français. Il en faut. Le problème avec l'alimentation, puisqu'on parle toujours de l'alimentation, de santé publique, mais le public, il est large. C'est le problème dans tout. Le dépistage organisé du cancer, on a un dispositif de dépistage organisé du cancer en France. C'est le même. Pour aller faire un frottis, tu reçois la même lettre, que tu sois en situation de handicap, que tu sois dans un désert médical, que tu aies des antécédents, que tu aies peur des gynécos, que tu n'aies jamais vu de gynéco, que peu importe, tu reçois la même chose, tu le fais, tu le fais pas, c'est votre problème, madame. Et ça fonctionne pas, en fait. Donc, pour reprendre l'exemple des dépistages organisés, par exemple, moi, je travaille sur un programme de dépistage organisé du cancer pour les personnes en situation de handicap. De se dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à trouver le bon levier, parce qu'il y a des freins spécifiques quand on est en situation de handicap qui n'est pas aussi important dans la population française, mais qui joue vraiment quand on est en situation de handicap. Et encore que chaque handicap est différent, et donc il faudrait aussi aller personnaliser en fonction des handicaps. On ne parle rien à voir entre un handicap physique, cognitif, etc. Mais voilà, donc après, on peut pas personnaliser à l'individu, et encore que. Mais l'idée, c'est d'essayer d'adapter l'approche en fonction de la cible, et donc forcément, quand on va intégrer les usagers, d'intégrer les usagers qui sont concernés. Quand je dis on ne peut pas adapter le dispositif à l'usager, demain, ça sera largement possible, je pense, avec l'IA, où on va pouvoir justement savoir quels sont les bons leviers, les bons nudges, la bonne façon de communiquer, de motiver les gens, parce que l'IA va pouvoir en fait s'adapter à chacun des usagers, si tant est qu'on ait envie d'aller dans cette voie-là, et que ça ne soit pas un problème au niveau des données de santé, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, il pourrait y avoir aussi des solutions qui seraient pensées avec un accompagnement un peu holistique sur la prévention. Donc, on n'est plus dans la prévention en fonction de chacun des organes, de chacun des maladies, parce que ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nos dispositifs sont personnalisés
en fonction du sujet, mais pas en fonction de la cible, alors qu'en fait, Carrément. il nous faudrait une prévention globale qui soit personnalisée en fonction des typologies de personnes et pas en fonction de quel endroit dans le corps on parle. Est-ce qu'on parle d'alimentation, de sédentarité, de sport? En fait, tout est lié, donc ça n'a pas trop de sens d'avoir X dispositifs différents, chacun sur un sujet différent. Carrément. Alors, du coup, peut-être pour être très factuel, Ouais. toi qui as un petit peu de recul et d'expérience, pourquoi ça n'intéresse pas les Français? Alors nous, on a un peu notre petite idée, hein, on en a un petit peu parlé, les injonctions, la méthodologie, etc. Mais voilà, avec ton expérience, pourquoi ça n'intéresse pas les Français? Et est-ce que du coup, ça marche mieux ailleurs? Et auquel cas, est-ce que voilà, est-ce qu'on se nourrit des réussites dans d'autres pays pour s'en inspirer? Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ça n'intéresse pas les Français. Oui, Je, c'était faux ma pour- question, hein, mais c'est le ouais, je sentiment sais qu'on pas a. Mais... si est-ce que ça intéresse pas les Français plus que d'autres populations. Je pense que de toutes les manières, on le sait, que notre système de santé, il a été construit sur du curatif, là où Et c'est qui est pas le cas, gratuit en par plus. exemple, en Asie, on est plus sur du préventif. Donc ça, c'est plus au niveau culturel. On a été prêt à découper les spécialités des médecins en fonction des organes et dès qu'on était un peu trop holistique, d'ailleurs ce terme, on a l'impression qu'on parle d'un truc un peu pas très sérieux, là où la médecine chinoise, on est plus à considérer la personne dans sa globalité. Donc ça, il peut y avoir des explications historiques, culturelles qui ont fait que c'est plutôt les super spécialistes du bout de peau qui ont pu faire avancer la science et donc faire avancer la médecine et donc tout notre système qui s'est construit comme ça. Maintenant, ça c'est une raison, mais je pense que ça serait dommage de s'arrêter à ça, parce qu'encore une fois, la prévention, moi j'aime pas trop le discours de se dire ah bah oui, les médecins, il faudrait qu'ils se mettent à la prévention. Ok, oui, il faudrait. Maintenant, il y a énormément de difficultés aujourd'hui pour les médecins déjà de pouvoir réaliser bien leur métier. Ils ont de moins en moins de temps, de plus en plus de contraintes. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres acteurs que mettre ça sur le dos des médecins. Déjà, il y a nous, nous-mêmes, même si tout n'est pas entre nos mains, mais Oui, on est acteur de notre oui, santé. on peut être acteur. Alors, j'ai mon copain sociologue qui risque de me taper sur les doigts si on s'arrête que à ça, parce qu'il y a la part individuelle de ce qu'on peut faire et de ce que peut nous permettre la société. Mais il y a aussi tous les relais, tout un tas d'autres professionnels de santé ou même tu vois, par exemple, sur les personnes en situation de handicap par rapport au dépistage organisé du cancer, vous voyez qu'ils avaient différents freins pour y aller. Bon, il y a des freins qui étaient structurels, de se dire, OK, la personne qui est en situation de handicap physique sur une chaise roulante, elle n'a pas de médecin à côté qui est accessible, donc elle ne peut pas aller faire une mammo. Ça, c'est structurel et ça, il faut qu'on fasse évoluer l'accessibilité, l'inclusion, etc. Donc, ce n'est pas une histoire de motivation, etc. Mais il y a aussi tout un niveau de connaissance sur la prévention qui n'est pas si bon que ça, en fait, en France. Il y a un doute comme ça qui plane sur est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est si mauvais que ça de boire, alors, surtout de l'alcool avec le lobby qu'on a sur le vin? Bon, moi je connais quelqu'un, elle a fumé toute sa vie, elle est morte vieille. Bon, alors du coup, on nous ment. Donc il y a un peu ce truc-là. Et sur le dépistage, est-ce que ça sert vraiment? Et en fait, notre façon de répondre à ce biais-là, c'est pas la seule des manières, mais ça peut en faire partie, c'est de former l'entourage professionnel de ces personnes en situation de handicap.
et ça marcherait pour les personnes qui sont aussi pas en situation de handicap, mais c'est ce que j'ai fait. Où on s'est dit, bon, OK, ces personnes-là, celles qui vont travailler dans des ESAT, donc qui sont des structures adaptées pour le travail des personnes en situation de handicap, tous les animateurs des ateliers, eux, on va les former à qu'est-ce que c'est le dépistage organisé, pourquoi c'est important, pourquoi ça peut vraiment sauver la vie des personnes qui sont au sein de vos ateliers, parce qu'on a un vrai souci, c'est que les personnes en situation de handicap, pourquoi j'en parle à chaque fois, c'est qu'elles vont 2 fois moins se faire dépister, et donc quand il y a une tumeur qui est décelée, elle est 2 fois plus grosse. Et déjà, c'est compliqué quand tu es en situation de handicap de te faire traiter, etc. Donc là, c'est vraiment double peine. Donc du coup, de se dire, OK, on va aller amener ces personnes qui ne sont pas du tout des médecins, pas du tout des professionnels de santé, pas des infirmières, rien du tout, mais ne serait-ce qu'à comprendre qu'est-ce que c'est, qui est concerné, pourquoi il faut y aller, comment ça se passe vraiment, etc. Et là, ça a été le double effet qui se coule parce que les personnes, elles se sont dit, bah ouais, moi, j'ai envie d'être un relais pour mes bénéficiaires, j'ai envie de prendre soin d'eux. Et en plus, attends, tu m'as appris un truc pour moi et pour mes proches, je ne suis pas allée. Il y avait même une personne qui dit, ah bah zut, je ne suis pas encore dans l'âge du dépistage sur le sein, j'ai hâte d'avoir 50 ans pour pouvoir le faire. Maintenant, je sais que ça… Et donc, et donc, c'est ça, en fait, c'est de se dire que collectivement, on peut avoir des relais dans notre pays. On le fait aussi sur la santé mentale, d'avoir des sentinelles avec ou la formation des premiers secours au niveau santé mentale. Voilà, d'avoir des personnes où on est informé, on sait que c'est important et on va orienter vers le système de soins. Et est-ce que ça marche mieux dans les autres pays? Il paraîtrait que oui. Pour toutes ces raisons dont je t'ai parlé par rapport à la construction du système de la France, notre culture, notre rapport à la prévention. Et en même temps, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que tout dépend de qu'est-ce que tu mets derrière le mot dépistage. Ouais. Si derrière le mot dépistage, tu mets le fait derrière le mot prévention, pardon, justement. Derrière le mot prévention, qu'est-ce que c'est la prévention? C'est bien manger, bien dormir, faire du sport, avoir des relations sociales, parce que ça joue aussi, ne pas fumer, ne pas boire, faire attention au soleil. Et tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Donc, on sait qu'il y a des pays qui sont plus ou moins sportifs, mais par exemple, sur l'alimentation, en France, on n'est pas si mauvais que ça. Parce que, voilà, le bio, tout le monde n'a pas forcément accès par rapport à ses finances, mais c'est quand même plus démocratisé que dans certains pays. Dans les écoles, on mange plutôt bien par rapport à d'autres écoles où c'est catastrophique. Quand t'es parent, justement, tu fais très attention. T'es facilement… Ton niveau de littératie en santé, ton niveau d'éducation à la santé, à l'impact de l'alimentation, il est quand même vachement haut sur l'alimentation en France. Par contre, il est plus bas sur… peut-être sur l'alcool, peut-être sur le soleil, où on ne se protège pas aussi bien qu'on devrait, alors qu'en Australie, parce qu'il y a cette exposition énorme, ils vont faire beaucoup plus attention parce qu'ils voient plus de cas de cancer. Donc, tout ça pour dire que c'est difficile de comparer les pays entre les uns entre les autres. La façon de comparer, on peut les avoir avec des chiffres précis, par exemple sur le dépistage. Sur le dépistage, on est loin derrière les autres pays en Europe. Au Danemark, je crois qu'ils sont à 80% de dépistage du cancer du sein. Nous, on tourne autour des 45, je crois, enfin, à vérifier peut-être un peu plus maintenant. Non, je crois que c'était 60%, à vérifier. Oui, en tout cas, beaucoup moins que dans d'autres temps. Test colorectal, personne ne veut en entendre parler parce que ça nous dégoûte, parce qu'on doit le faire nous-mêmes. Donc, on est 10 points de moins en dessous de l'objectif de l'Europe. Donc, voilà. Ça, on sait qu'on est mauvais. On sait qu'on met de plus en plus d'argent. Mais on commence à mettre beaucoup d'argent. Ça commence à devenir cher et c'est tant mieux parce qu'il faut investir. Mais on n'a pas encore renversé
voilà, le ratio effort-effet par rapport à d'autres pays qui sont un peu moins dépensiers dans la prévention et où ils sont un peu meilleurs sur la prévention, sur le dépistage, parce que c'est rentré voilà, dans les habitudes. Alors du coup, bah, c'est un peu la question de ce webinaire, hein, donc comment on peut donner envie d'y croquer? Est-ce que la prévention, elle mériterait d'être pensée différemment? Et je la compléterai par rapport à ce que tu viens de dire juste avant. Est-ce que tu penses qu'elle doit devenir gratuite? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, de dire le curatif, c'est gratuit, on a accès aux médecins gratuitement, on a accès à des médicaments gratuitement. Par contre, pour aller voir typiquement une diététicienne, on doit payer. Pour aller voir voilà, un praticien peut-être de prévention, il faut payer. Voilà, quel est ton point de vue là-dessus? Oh, sont compliquées tes questions. Alors, Tu n'es pas obligé de répondre sur la gratuité. Mes réponses sont longues, mais à chaque fois, il y a 3 questions par question quand même, hein, pour ma défense. Alors, oui, t'inquiète. comment on peut donner envie d'y croquer? C'est tout ce qu'on a pu aborder jusqu'à présent, de faire entrer ça je dirais même au-delà de nos habitudes, de faire rentrer ça dans quelque chose qu'on a envie, qui est, c'est le sport, on peut le faire rentrer dans nos habitudes de, OK, tous les vendredis, j'ai pas le choix, je me suis inscrit à la salle de sport, au secours, c'est nul. Ou bien réussir à en faire quelque chose qu'on remet plus en question, qui fait partie de notre vie, comme le fait de manger 3 fois par jour, le fait presque un besoin en fait. Et, et ça, c'est pas si évident parce que encore une fois, ça joue sur une culture, sur des réalités sociales, sur le fait que tous les sports ne sont pas équivalents et ne pourront pas être adaptés à tout le monde. Donc voilà, donc c'est vraiment sortir autant que possible de l'injonction. Moi, je parlais de désir voilà, l'envie, le désir à vouloir avoir toutes ces actions qui sont bénéfiques pour la santé. Comme on l'a très bien sur le bucco-dentaire, où on ne le fait pas pour clairement, on ne se brosse pas les dents pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau des dents. Je ne suis pas certaine que tous les Français pensent à la préservation de leur émail, de leur carie à chaque fois qu'ils se brossent les dents. Ils se brossent les dents parce que déjà, ça fait partie de la routine. Et en plus, parce que j'ai une haleine fraîche, parce que je me sens un peu plus jolie avec un joli sourire, parce que toutes ces choses-là. Donc, c'est faisable avec l'alimentation, avec le sport, où on peut jouer comme ça sur des trucs de se sentir bien dans sa peau. Mais encore une fois, tout ne doit pas être entre les mains des individus. Il y a beaucoup de choses qui doivent être effectivement relayées par les entreprises de santé, les sociétés ou les institutions publiques. Prescrire des séances de sport, moi je trouve ça génial, très bien. Il faut, si on doit passer par là, rendre l'accès à certains spécialistes gratuits plutôt que d'attendre le curatif également, pourquoi pas. Comment dire? En fait, on a toujours l'impression de se dire: «Ah oui, mais bon, les Français, ils sont assistés, si c'est pas gratuit, ils y vont pas, nani nana». Sauf qu'en fait, ce système-là, qui est dans le curatif, il nous coûte très cher au niveau de la société. Un cancer qui est dépisté tôt, il coûte bien moins cher que ensuite derrière à essayer de le rattraper, à faire de la chimio, de la radio, et cetera. Donc, alors je me souviens plus exactement du rapport, mais 1 € investi dans la prévention, il est largement rentable derrière sur les maladies que l'on peut éviter, les traitements longs qui peuvent éviter. Donc, oui, au niveau public et au niveau des mutuelles et autres, on commence à investir largement dans la prévention, et tant mieux, parce que
d'un point de vue purement financier, le ratio, il sera positif. Donc, c'est un bon investissement, ce n'est pas de la dépense. Et d'un point de vue santé, on en a besoin et on ne peut pas mettre ça que sur les épaules du médecin, ni que sur les épaules des individus. Il faut que ça soit au niveau collectif, au niveau sociétal, qu'il y ait tout un mouvement qui se met en route, quoi. Alors, peut-être rapidement, parce qu'après, il y a la question sur l'IA, mais tu as déjà répondu. Oui. Et tu as un petit peu répondu aussi un petit peu aux 3 questions, mais essaie de le faire C'est bon, en alors. court. En gros, voilà, c'est quoi pour toi une bonne campagne de prévention? Et est-ce qu'on pourrait dire l'inverse? Est-ce il existe des mauvaises campagnes de prévention? Et si tu pourras parler peut-être en quelques secondes de ce que tu as fait cet été, là, ton podcast lu, que moi je considère comme une bonne campagne de prévention. Mais voilà, si tu peux utiliser cet exemple-là pour dire ce que tu as fait là-dessus. Ok. Alors, en fait, quand tout a commencé effectivement quand j'ai, dans le cadre de mon travail, puisque j'interviens sur l'amélioration de certains dispositifs de prévention, où je me suis posé la question de justement les bons leviers, les mauvais leviers, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais levier, et qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui par rapport à la santé. Et donc, de voir effectivement que tout ce qui était mauvais pour notre santé, on était très bon dans le marketing, le désir, tout est fun, on achète je sais pas, de cosmétiques, on va devenir de plus en plus beau. Dès qu'on mange du sucre, on va passer des temps encore plus sympas avec nos proches, etc. Donc voilà, tout le monde de l'industrie qui est néfaste pour notre santé, il est super fun, il nous donne envie. Et pas l'industrie, mais en tout cas le secteur santé, on est dans la peur de la maladie, dans l'injonction il ne faut pas faire ça, dans la culpabilisation de tu rends les autres malades et puis en plus tu coûtes cher à la société, tu es un peu un fardeau, dans il n'y a qu'à faucon. Bah oui, on a dit qu'il fallait arrêter de fumer, pourquoi tu n'arrêtes pas en fait, enfin, c'est complètement con de fumer, enfin, tu vois. Et ce truc-là de se dire, t'as qu'à arrêter, quoi. Et donc, de pas du tout prendre en compte toutes les difficultés, le contexte et ou même l'addiction, tout simplement, au niveau biologique qu'on peut avoir à fumer. Bref, pareil sur l'alimentation, où on n'a qu'à manger bio et puis on n'a qu'à arrêter tout ce qui est mauvais, quoi. Et les campagnes que je voyais, surfer plutôt là-dessus. C'est très rare de voir des campagnes de santé qui donnent envie, qui sont fun. Même le terme utilisé, dépistage organisé du cancer, moi je trouve que ce terme est affreux. Organisé, oui. 3 mots qui me font peur, moi. Cancer, pour l'instant, on n'en a pas, j'ai pas envie d'en avoir. Dépistage, on est là pour aller le dépister, on va le trouver. Allez, tous ensemble. Et organiser, on s'y met à plusieurs. Allez, c'est parti. Au secours, tu vois. Genre, et donc, voilà, j'ai essayé de voir est-ce qu'on ne peut pas parler par rapport aux mammographies, de santé, prendre soin de ses seins, aller faire une mammo, que ça puisse être proposé dans des lieux de soins, je sais pas moi, même esthétique ou quoi, où on va te parler de prévention de soleil, on va te parler d'autopalpation, enfin, essayer de trouver d'autres lieux que de se dire uniquement la prévention, elle est là que dans des endroits où on n'a pas envie d'aller, quoi, dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans un kit de test colorectal qui ne donne pas très envie. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Et en fait, à ce moment-là,
dans toutes ces réflexions et l'intervention que j'avais eue donc à Medintech sur prévention, comment faire pour donner envie d'y croquer. En parallèle de ça, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Et je lisais les textes du docteur Lucien Lamy, qui est un oncologue, qui est cancérologue spécialisé en radiothérapie, qui est par ailleurs romancier et qui écrit des magnifiques textes sur sa réalité de médecin urologue, où il est confronté au cancer au quotidien. Je me demande si le nombre de fois qu'il utilise le mot cancer, ça doit être vraiment très rare. Mais il parle plus de la relation avec son patient, de sensibilité, d'émotion, de peur. Et il avait eu un texte sur la prévention. Je n'ai pas encore fait l'épisode là-dessus parce que j'ai envie, moi, d'en parler, où il parlait des boules qui qu'on pouvait mettre quand on allait à un concert, et que du coup, ça séparait le monde en deux, entre ceux qui mettaient les boules qui au concert parce que c'était pour prévenir des problèmes au niveau de leurs oreilles, mais qui n'était pas très fun. C'est pas fun d'être la personne avec les boules qui au concert. Et puis ceux qui croquaient la vie à pleines dents et qui mettaient pas les boules qui et qui vivaient dangereusement le concert. Voilà, qui vivaient le concert, le concert, le concert, oui. Le concert. Il y a un bon truc à pleines dents, tu vois. Et où, alors déjà, voilà, il y avait deux types de gens dans le monde. Il y avait les gens avec boucliers et les gens sans boucliers. Et en plus de ça, ce qui était encore double peine pour ceux qui mettaient des boucliers, donc ceux qui passaient pour ceux qui n'étaient pas fun, alors qu'ils voulaient juste préserver leur tympan. Et en plus de ça, rien ne te dit que celui qui fait tout bien dans la prévention ne va pas quand même choper une maladie demain. Et ça, on le voit beaucoup dans la prévention en disant, attendez, vous m'avez dit de manger bio, de faire du sport, de machin, et c'est moi qui me retrouve avec un cancer. Mais alors, vous m'avez... c'est hyper ingrat, la prévention, parce que oui, il faut y aller, oui, c'est utile, oui, on a prouvé l'efficacité, mais oui aussi, on n'est pas tous égaux devant la santé, biologiquement, génétiquement, et donc c'est pas du 100%, quoi. Donc voilà, et en fait, ce texte-là, moi, m'a fait complètement partir en live en termes de créativité, où je me suis dit, mais il m'a énormément marqué. J'y ai repensé et repensé, alors que mon boulot au quotidien, c'est de lire des textes sur de la prévention, c'est d'en créer, c'est de voir les campagnes, les machins et tout. Et là, en fait, la façon d'aborder où il n'était pas dans la culpabilisation, pas dans l'injonction, juste, il prenait la porte pour moi de la beauté des mots, quelque chose qui était doux, quelque chose qui était, même son texte sur la cigarette, qui est le premier épisode où je l'ai enregistré, où enfin, on y va, quoi. On est dans cette ambiance-là où, ouais, la cigarette, c'est vrai que c'est cool ce moment-là. On est avec sa cigarette à discuter, à philosopher, mais qui finalement nous amène à avoir une maladie et à regretter des moments heureux. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de la cigarette pour éviter de lui en vouloir, en fait, à cette cigarette. Et donc, bref, tous ces textes, en fait, prendre la porte de la beauté, ça permettait vraiment de voir différemment la prévention, la santé. Et donc, de là est né le podcast Lu, où l'idée, c'est j'ai de mis dans le chat, poésie, pour ceux qui sont là, je l'ai mis dans le chat. Ouais. Voilà, donc mêler la poésie à la santé publique et dont la prévention, et se dire c'est peut-être ça, le levier qu'on peut essayer d'utiliser plutôt quelque chose qui est un peu dur, qui fait peur, quoi. Voilà, j'avais une dernière question, c'était comment tu places l'IA là-dedans, mais tu en as parlé tout à l'heure, notamment pour la personnalisation des messages de prévention à travers des publics qu'on accueille. On va se laisser peut-être 2-3 minutes. Alors, j'ai relancé dans le chat pour savoir s'il y avait des questions. Je ne vois pas pour l'instant de questions. On se laisse encore peut-être une minute si vous avez des questions. Vous pouvez même prendre la parole, ouvrir votre micro. On n'est pas nombreuses du coup. Donc, si vous avez des questions en direct à poser à Oriane, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je pense qu'il y a effectivement énormément à apprendre de ta méthodologie, ta
façon de voir en tout cas la prévention. Je dirais même le curatif, parce qu'on n'est parfois aussi pas très bon, je pense, dans l'approche qu'on peut avoir parfois avec des patients qui sont atteints de diabète ou qui ont des maladies, voilà, diverses et variées et qui, pour le coup, ont besoin d'une adaptation de l'alimentation. Donc oui, on devrait peut-être tous, professionnels de santé, avoir une petite formation quand même en marketing social dont tu parlais. Je pense que ça ferait pas de mal dans la formation initiale. Peut-être, voilà, Oriane, demain, tu pourras peut-être intervenir dans les filières formation initiale des professionnels de santé, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai besoin, en tout cas. Écoute, je vois pas de questions, et puis comme on a un petit peu dépassé de 7 minutes l'horaire, je veux te remercier, Oriane, en tout cas, pour le temps et pour les informations que tu nous as fait passer, parce que je pense qu'effectivement, ça nous ouvre quand même des perspectives qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur la santé en général. Donc merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour cette invitation. Et Et puis, puis, à dispo pour voilà, discuter de tout ça en off avec qui est intéressé par le sujet. ça marche. Merci à toi. Je vais souhaiter un bon Merci. appétit à tout le monde. Vous recevez